pour la guerre, mais dans le discours qu'il a fait contre la guerre en 2002, quand il s'est prononcé contre la guerre dans son discours, à ce moment-là, il est sénateur élu au Congrès d'Illinois et il représente un district qui est majoritairement noir. Or, l'opinion noire aux États-Unis a toujours été contre la guerre, même quand l'opinion américaine était à plus de 70% pour la guerre. Donc finalement, en 2002, lui et Hillary ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais ils sont tous les deux en cohérence avec l'électorat qu'ils représentent à ce moment-là. Et je trouve que de ce côté-là, Hillary Clinton comme Barack Obama, sans doute parce que leur candidature en soi, le fait d'être femme ou le fait d'être noire est déjà suffisamment audacieux pour ne pas faire peur à l'électorat, sont au contraire beaucoup moins aventuriers que John McCain, qui effectivement propose de régulariser les clandestins, ce qui est complètement incroyable au sein du Parti républicain, enfin, qui lui prend beaucoup plus de risques, mais parce que lui, pour remplacer Bush, doit montrer que justement il est en rupture avec son parti, alors que les deux démocrates doivent plutôt rassurer pour montrer que même si ça a l'air très audacieux à un noir ou une femme, finalement ils vont être suffisamment en ligne avec l'opinion. Alors, la question que je voulais poser d'abord à François, à chaque fois sur Rue 89 qu'on fait un article sur Barack Obama et qu'on écrit candidat noir ou noir, à chaque fois on a des internautes qui nous disent « mais pourquoi vous ne dites pas qu'il est métis ?» Et c'est vrai que s'il dit ma mère blanche et mon père noir, il n'utilise jamais le mot métis et il se présente comme un candidat noir. Donc comment vous l'expliquez ça? Bon, ça serait une question qui, à elle toute seule, nous prendrait des heures et des heures. Est-il noir, est-il métis? Alors, il y a des arguments des deux côtés. Le premier argument, la première série d'arguments pour dire qu'il est métis, qu'il est post-identitaire, qu'il va au-delà des identités. Pour résumer d'une phrase, on dirait qu'au début de la campagne, il était trop noir pour les blancs, trop blanc pour les noirs. Et qu'aujourd'hui, il a réussi à récupérer le vote des blancs, le vote des noirs, qu'il est blanc avec les blancs, qu'il est noir avec les noirs, pour faire d'une phrase. Alors, pourquoi? Les éléments allant dans le sens du post-identitaire. Il est effectivement métis, son père est kényan, sa mère est originaire du Kansas. Et dans ses discours, il a un discours qui transcende la question raciale. C'est bien pour ça que vous rappeliez qu'il a pris une décision de faire ce discours sur l'Irak, mais à aucun moment Barack Obama ne se sent investi de défendre la cause de la communauté noire. C'est-à-dire qu'il sait, au moment où il s'engage en politique, que son ambition, il ne sait pas jusqu'où son ambition le mènera, mais que son ambition n'est pas d'être le représentant d'une communauté. Il le sait pourquoi? Parce qu'il n'est pas afro-américain au sens strict du terme, ou alors il l'est au sens strict du terme, puisqu'il n'est pas porteur de cette histoire de l'esclavage. Son père est africain, et il fait partie de ces afro-américains ou ces noirs américains qui sont aujourd'hui issus d'Afrique ou issus des Caraïbes, et qui sont aujourd'hui très importants dans certaines grandes villes. C'est 20% de la population noire qui maintenant est originaire d'Afrique ou des Caraïbes, notamment d'Haïti par exemple. Bon. Je peux rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Il ne faut pas oublier, il faut connaître un peu le racisme américain, l'histoire des relations raciales en Amérique. Sauf peut-être les immigrés les plus récents. Pour tous les Africains-Nord-Américains qui sont issus de l'époque de l'esclavage, il n'y a probablement aucun qui soit de pur sang africain, aujourd'hui. Les esclaves étaient quand même une minorité. Bon, dans certaines régions, ils étaient majoritaires, mais étant donné la façon dont on vivait dans le sud de l'Amérique avant la guerre civile et même après, il y a très peu, disons, la mixité clandestine, souvent, existait à tous les niveaux. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que pour les gens de couleur en Amérique, pour subir la discrimination raciale, il suffisait de très peu. Donc, on ne faisait pas de distinction entre les métissés et les moins métissés. Donc, le problème du racisme américain
est un problème qui dure presque depuis la fondation de l'Amérique en tant que colonie, ou série de colonies. Mais même aujourd'hui, les gens, qu'ils soient d'origine américaine ou africaine ou hispanique, qui ne sont pas, entre guillemets, blancs, subissent une discrimination raciale. Donc peu importe le degré. Et c'est ça que représente Barack. Oui. Fait. Alors, oui, juste encore deux, trois phrases sur le sujet. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais il y a une différence entre le métissage et la perception qu'on a de son identité. Hein, tous les 10 ans, les Américains se recensent et demandent leur appartenance raciale. Et depuis 2000, vous savez qu'ils ont la possibilité de cocher plusieurs cases. Il y a une différence entre la mixité, et vous avez raison de préciser que chez beaucoup, et une majorité même d'Afro-Américains, certains disent 76%, enfin peu importe, c'est très difficile à évaluer puisque là, c'est pas sur autodéclaration. Beaucoup d'Afro-Américains sont métis, mais beaucoup de ces Afro-Américains, dans le recensement, ne se revendiquent pas métis, et en particulier dans cette partie des États-Unis déchirée par la ségrégation, qui est le Sud. Hein, les taux de métissage, si on prend le recensement de 2000, sont les plus faibles dans le Sud, alors même que vous percevez, mais ce n'est pas en étant sociologue, mais quand vous vous promenez, etc., que le métissage est très fort dans le Sud. Et les Américains noirs du Sud ne se disent pas métis. Donc il y a une différence entre le métissage et la perception que l'on a parce que du c'était métissage. victime de la discrimination, qu'il soit métis voilà, ou pas. Voilà, la question, c'est bien la question, et c'est pour ça qu'on a bien fait de commencer en pensant évidemment à Aimé Césaire. Aimé Césaire, quand il dit la négritude, c'est quoi? La négritude, c'est le fait de se reconnaître noir. Et c'est le fait de se reconnaître noir comme fait social, pas comme identité, si vous voulez, naturelle, comme fait social. Par rapport à quoi? Par une réalité de domination coloniale à l'époque d'Aimé Césaire ou de discrimination et de ségrégation dans le cas des États-Unis. Donc se reconnaître, si vous voulez, et il le dit bien d'ailleurs, Aimé Césaire doit le dire, aujourd'hui tout le monde va beaucoup parler de lui en de bons termes, mais aujourd'hui Aimé Césaire parlant, et ce qui ne serait pas dans la société française taxé de communautarisme, Aimé Césaire devait se défendre que la négritude n'était pas du racisme. Et il disait la négritude n'est pas du racisme, c'est une réaction au racisme blanc. Eh bien, la race aux États-Unis a d'abord été définie par les racistes, mais ensuite la race aux États-Unis, eh bien, elle s'est, si vous voulez, a été pour les Afro-Américains un moyen de sortir de la discrimination raciste, et en particulier par les dispositifs d'affirmative action qui justement prennent en compte ce facteur-là. Donc aujourd'hui, la situation mais aussi est le fait extrêmement... de dire que nous sommes fiers d'être de ce que nous sommes. Oui, et si on vous ne voulez... s'excuse plus. C'est extrêmement complexe, et c'est bien pour ça que Barack Obama, tout en ayant un positionnement au départ qui a un positionnement post-racial, on l'a vu quand il est allé à Katrina, il s'est démarqué des leaders afro-américains, et en particulier, vous vous rappelez du rappeur Kanye West qui disait Bush est un raciste. Il dit non, Bush ne se désintéresse pas des Noirs, il se désintéresse des pauvres. Donc c'est un leader démocrate noir qui si vous voulez, ne limite pas son discours à la question raciale. Et en même temps, dans cette campagne, on l'a bien vu, si les Noirs dans le Sud votent pour Barack Obama, c'est parce que Barack Obama a aussi été capable de montrer qu'il était noir américain et qu'il sera le prochain président noir. C'est étonnant de voir le titre de Ebony de ce mois-ci, hein, qui dit est-ce que de notre vivant nous assisterons à ça. Et on a donc Barack Obama en Ebony, donc le grand journal de la communauté noire américaine. Et on a donc Barack Obama en couverture. Donc il est évident que pour les Noirs du Sud et pour les Noirs du Nord, le fait d'avoir Barack Obama, c'est un Noir. Et pour les Blancs également, je le résume d'une phrase en disant que si le vote a cessé d'être raciste, il n'en demeure pas moins racial. C'est-à-dire que quand on vote pour Barack Obama, on sait que c'est un candidat noir, qui ne fait pas de sa couleur de peau un argument. Donc, si vous voulez, c'est paradoxal, mais les Blancs le savent quand ils votent pour ça. Et s'il a le vote des Blancs dans le Dakota du Nord, dans le Maine, dans l'Iowa, dans des États où il n'y a pas de Noirs, s'il a le vote de ces Blancs, c'est parce que, et Marjorie a raison de rappeler ce discours très important qu'il fait, il a montré sa capacité à assumer ces différentes identités. Et à dire « je ne suis pas ni noir ni blanc »,
à dire je suis et noir et blanc. Mais d'ailleurs, dans son autobiographie, il a expliqué qu'en fait, il avait dû, quand il était adolescent, confronter ce problème. Parce que ce n'était pas une identité qu'il avait cherchée, c'était une identité qui lui était en quelque sorte imposée. Donc il disait, mais alors comment est-ce que je vais me définir par rapport à ce paradigme culturel auquel je ne m'identifie pas. Et c'est bien aussi, ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est candidat aux élections, donc il a su faire de ce cheminement identitaire un argument électoral dans une Amérique divisée, pour dire en particulier aux générations d'Américains, parce que quand on voit les résultats des primaires, c'est aussi une question générationnelle, aux jeunes générations d'Américains, que leur questionnement identitaire, il le connaît, et c'est finalement ce qu'il martèle depuis 2004. On a dit beaucoup, c'est le candidat du changement, comme si derrière ce changement, il n'y avait rien. Derrière l'idée de changement, eh bien, il y a cette idée que l'Amérique est un pays qui doit être un pays uni. Alors, on peut juger ce discours simpliste, mais c'est aussi ce discours qui prend aux États-Unis aujourd'hui, hein, de dire il n'y a pas une Amérique blanche, noire, hispanique, il y a un peuple américain. Très bien. Vous aviez une deuxième question, Madame Faure ? Oui, on a entendu une électrice républicaine dire n'importe quoi sauf les Clinton à la Maison-Blanche. Donc je demande à mon voisin de droite, est-ce que ce ne serait pas finalement un cadeau formidable pour McCain d'avoir une candidature d'Hillary Clinton, dans la mesure où tous ces électeurs qui ne supportent pas les Clinton iraient voter en masse plutôt que de rester chez eux le jour de l'élection? Est-ce que ça ne va pas galvaniser le vote pour McCain s'il y avait une candidature d'Hillary Clinton? Oui, peut-être, mais en fait, il ne faut pas oublier, et c'est ce que les républicains souhaiteraient peut-être, mais il ne faut pas oublier que, bon, d'abord, je ne vais pas essayer de dire que Mme Clinton n'est pas polarisante. Elle l'est. Moi, j'ai dit tant mieux, mais bon, elle l'est. On est pour ou contre. C'est parce qu'elle a eu le courage. D'abord, c'est une femme. Être femme et être candidate n'est pas évident. Bon. Même au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle n'a jamais hésité de dire ce qu'elle pensait. Donc, non seulement c'est une femme, mais c'est une femme qui parle et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Troisièmement, bon, elle est sur la scène politique depuis longtemps, donc elle a dû faire certaines choses, et par conséquent, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, n'a pas plu à tout le monde. La question est de savoir si elle est désignée, comment vont réagir les électeurs et les électrices. Les républicains peuvent dire, bon, nous préférons avoir comme adversaire Hillary parce qu'elle est plus polarisante, peut-être, mais si elle est la candidate de notre parti, elle va certainement mener une campagne très vigoureuse, sans doute Barack Obama le ferait aussi, mais elle va poser certaines des questions, des vraies questions de la société américaine. Et on va voir les questions de l'avortement, par exemple, qui est une question qui divise beaucoup d'Américains et qui touche et qui concerne plutôt les femmes. Donc, moi, je pense qu'elle, vu disons, son expérience au Sénat, elle aura tendance à vouloir chercher le centre. Mais ce qui est important, donc il est possible que les républicains puissent la préférer comme adversaire. C'est pas sûr. Ce qu'elle a déjà montré, c'est qu'elle peut s'attirer les voix de beaucoup de gens défavorisés, notamment les travailleurs dans les grands États industriels du Nord et de l'Est qui se sentent oubliés, délaissés, victimes de la mondialisation. Eux, ils ont voté majoritairement pour elle dans les primaires. Et c'est eux qui vont décider l'élection.
Il y a un autre point, c'est effectivement d'un mot la mobilisation que Hillary Clinton pourrait susciter contre elle. Et d'ailleurs, là, on peut juger ça profondément injuste, hein, parce que vous rappeliez qu'elle a fait des lois, qu'elle a été dans le sens depuis des années des républicains, et malgré ça, les républicains ne l'aiment pas. Donc une mobilisation contre elle, mais il faut souligner que Barack Obama, ça serait parce qu'il faut toujours se demander quels électeurs, si Hillary Clinton était candidate, n'iraient pas voter si c'était Obama, ou l'inverse. Et est-ce que cette jeune génération qui s'est mobilisée de manière très massive et qui fait qu'aujourd'hui, dans les caucus et les primaires, on a effectivement pour la première fois un intérêt du peuple américain pour cette phase-là, est-ce que cet électorat-là irait voter si c'était Hillary Clinton la candidate? Il ne faut pas oublier non plus que certains de ses adversaires à droite les plus farouches, notamment M. Scaife, héritier de la fortune des Mellon à Pittsburgh, l'a reçu parce qu'il est président d'un journal à Pittsburgh, l'a reçu, et à la suite de cette interview, a eu le courage de dire, elle a fait preuve de beaucoup de courage de venir répondre à nos questions. Je la salue. Donc quand même, ça montre que les gens qui sont les adversaires les plus hostiles modulent un peu leur discours. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions du public maintenant. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un micro, allumer le micro, et s'il y a des questions du public. Merci. Guy Numa, chargé d'enseignement et de recherche dans la maison. J'avais une question en forme un peu d'interpellation au crâne ou au cran, c'est comme vous voulez. Ça me permettra aussi de reprendre ce que le modérateur a dit tout à l'heure. Bon, vous avez quand même vu que j'étais plutôt pro-Obama. Bon, je pense que ça s'est compris. Je voulais juste revenir sur une chose vue de France. Barack Obama n'est pas un African American. Vous l'avez dit, justement, ça n'est pas un descendant ou fils de descendant de Noirs issus de l'esclavage aux États-Unis. Et c'est très important. Et le message pour, je pense, des gens comme nous en France, c'est que finalement, quelqu'un qui est d'origine africaine par son père, parce que je ne sais pas si vous imaginez la puissance du symbole, c'est un Kenyan. Il a pour middle name Hussein. C'est comment... La question, s'il vous plaît. Donc la question, c'est le crâne. Je ne vous entends pas assez sur la symbolique de la portée de la candidature de Barack Obama. Voilà. Monsieur Durper. Ce serait plutôt à Louis-Georges de répondre, mais je crois qu'on va justement en parler bientôt de Barack Obama. Donc, rapidement, oui, s'il vous plaît. Nous avons un certain nombre d'actions qui sont prévues autour de Barack Obama, mais je ne peux pas en parler maintenant, ça serait un peu divulguer le secret. Cela dit, nous avons soutenu et salué en tout cas les deux candidatures, à la fois celle de Barack Obama et celle d'Hillary Clinton, pour des raisons claires. Dans un cas comme dans l'autre, indépendamment des programmes qui sont évidemment l'essentiel, il y a quand même là un apport symbolique incontestable, dans un cas comme dans l'autre. Nous avons malgré tout une préférence pour Barack Obama pour une raison simple. Non pas parce qu'on est noir ou parce qu'on n'est pas des femmes, parce qu'il y a des femmes au cran, bien entendu, c'est simplement parce que par rapport au reste du monde, il me semble que le changement serait plus radical. Du reste, il n'est pas simplement la question noire qui est ici en cause, mais je dirais la question de la mondialisation. C'est-à-dire que Barack Obama est effectivement quelqu'un dont l'ascendance, dont l'histoire traverse le monde. C'est Hawaï, c'est les États-Unis, c'est le Kenya, c'est l'Indonésie. Et dans un contexte comme celui-là, où les rapports nord-sud sont ce qu'il est, il me semble qu'une personnalité comme celle-là, qui en plus a un talent pour la négociation, pourrait contribuer à pacifier les rapports internationaux. Donc voilà pourquoi il me semble que Barack Obama, indépendamment de la question raciale aux États-Unis, pourrait permettre de dépasser les rapports post-coloniaux dans le monde entier. C'est donc une raison assez importante, je crois, et qui nous permet de soutenir sans réserve la candidature de Barack Obama. Donc les choses que nous ferons ici en France, j'en parlerai en temps et en heure, mais il y en aura, je vous le promets, notre site permettra de vous en informer. Merci beaucoup. Une autre question du public? Pas de questions, personne? Oui? Marjorie, tout à l'heure, a très bien fait le point des enjeux d'un ticket. Un ticket, c'est pas quelque chose
qui est fait pour le glamour. Ça doit rapporter des électeurs. Donc il y a une dimension géographique, il y a une dimension sociologique, il y a le fait de prendre un colistier qui, par exemple pour Barack Obama, qui serait, parce que des noms circulent également, qui aurait des compétences très fortes en matière de sécurité internationale, vous voyez, puisque McCain va sans doute l'attaquer sur ce sujet-là. Donc un ticket Hillary Clinton-Barack Obama, sauf en cas de blocage vraiment terrible cet été, et on peut envisager tout, parce que, en fait, la question, vous vous rappeliez tout à l'heure que Bill Clinton a été choisi en juin seulement, ce qui explique l'acharnement de Hillary Clinton, mais il a été choisi en juin. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir en juin une décision qui va être prise, puisqu'on sait d'ores et déjà mathématiquement qu'on ne peut plus atteindre ce fameux seuil des 2025 délégués. Hein. Donc, en cas de blocage, tout est possible, mais il est très fortement improbable. On n'imagine pas l'intérêt que Barack Obama aurait de prendre Hillary Clinton sur un ticket. Merci beaucoup. Bon, la question est, à mon avis, plus compliquée que ça. Pour moi, pour vous répondre tout simplement, ça avait été pour moi le ticket de rêve. Et je rejoins tout à fait ce que dit François, dans le sens que bon, il faut avoir quand même un ticket entre guillemets équilibré. Mais je pense que la donne a changé. Dans le bon vieux temps, l'équilibre se définissait. D'abord, il n'y avait que des hommes qui se présentaient aux élections. Première chose. Deuxième chose, l'équilibre était surtout un équilibre géographique. Donc, il fallait avoir quelqu'un du nord et quelqu'un du sud. Ou si on était de l'est, il fallait avoir quelqu'un de l'ouest. Donc, il fallait avoir, avec Eisenhower, Nixon, qui était de Californie. Bon, avec Stevenson, il y a eu Kefauver qui venait de Tennessee. Bon, aujourd'hui, à mon avis, le principe est toujours valable, mais l'équilibre se définit autrement. Et je pense que, je laisse pour l'instant de côté le problème des relations personnelles entre les personnes, l'équilibre, un ticket Obama-Clinton serait très équilibré, dans ce sens qu'on pourrait espérer rassembler tous les électeurs démocrates, c'est-à-dire les hispaniques qui votent majoritairement pour Hillary, les africano-américains qui votent et des gens qu'on dit éduqués, donc appelons-les les intellos, blancs, qui votent pour Obama, les travailleurs dans les États comme l'Ohio, le Michigan et autres, le New York, qui votent majoritairement, qui sont mélangés, hein, qui votent majoritairement pour Hillary, qui est vraiment l'électorat de cœur des démocrates. Donc, il y aura, à mon avis, un véritable équilibre entre les deux. Bon, reste le problème de la très délicate négociation. Je ne sais pas si c'est envisageable aujourd'hui. Je ne sais pas. Très bien. On dirait a priori non, mais bon, la politique, c'est vraiment la seule certitude, c'est la certitude. D'autres questions très rapides. Les réponses, s'il vous plaît, assez rapides. Oui, une question éventuellement sur l'incroyable feuilleton de la prise en compte des délégués de la Floride et du Michigan côté démocrate. Où en est-on aujourd'hui exactement et vers quoi semble-t-on se diriger sur ce plan-là? Et la deuxième question, très rapidement aussi, c'est quels sont les derniers bruits qui circulent éventuellement concernant Al Gore? On sait qu'il prépare une énorme campagne de pub. Et il est parfois évoqué comme un homme providentiel si jamais Obama et Clinton venaient à s'entre-déchirer trop durement. Donc est-ce qu'il en est aussi sur ce plan-là? Madame Payon, peut-être, ouais. Oui, sur la Floride et sur le Michigan, alors les États ont été punis d'avoir avancé leur date de primaire et je pense que Wardin l'a dit clairement, on ne recomptera pas. On ne refera pas de primaire, on ne recomptera pas. Ceci dit, même quand on ajoute les voix de la Floride et du Michigan, Hillary Clinton pour l'instant n'est pas en tête sur le nombre de délégués au total. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un ressentiment très fort des gens de Floride et des gens du Michigan qui avaient quand même choisi et fini par choisir Hillary Clinton. Donc,
quand François vous parlait tout à l'heure de la reconstruction obligatoire que le Parti démocrate va devoir faire après la Convention, c'est réel. C'est tout simplement ça. C'est ce différentiel entre la base militante qui aurait choisi un candidat que les superdélégués n'auraient pas choisi, en gros. Donc, quoi qu'il en soit, les 4 années qui viennent et d'ici à la future convention de 2012, il va y avoir un vrai travail de reconstruction du Parti démocrate à faire. Et ça va être aussi par un système de simplification du système de désignation du candidat. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, est-ce que tu peux me rappeler? C'était Al Gore, les derniers Al bruits qui Gore. circulent éventuellement. Alors, le fameux Deus Ex Machina. Al Gore,